Moi, je suis rattaché au sein de la division industrielle du groupe Eram, hein, qui présente encore 2 usines sur la chaussure en France. Bon, on n'est pas les seuls, hein, mais voilà, il est né industriel et il tend à garder aussi son activité industrielle, même si elle est minoritaire aujourd'hui. Il y a beaucoup de règles, de principes qui sont intéressantes à garder sur l'innovation notamment. Et puis on partage aussi les mêmes valeurs avec Petit Bateau sur ces sujets-là. Je vous partage juste une petite expérience. Ça fait 3 ans que je suis au sein du groupe Eram. Le sujet de l'éco-conception, je l'ai vécu au démarrage vraiment sur une vision client. Et c'est comme ça que j'ai été sensibilisé à l'approche du processus d'éco-conception. Effectivement, je suis d'accord, je ne parle pas de produits éco-conçus. Je pense que c'est un peu souvent, et on cherche tous à éviter ça, les actions greenwashing sur des produits éco-conçus, et on parle plutôt de processus d'éco-conception. Mais pour arriver à cette acculturation, en tout cas à cette sensibilisation, il a fallu en faire du chemin aussi en interne avec les équipes pour aboutir à des choses peut-être assez simples et triviales, mais qui ne le sont pas en fait au travers du du processus de développement d'un produit. Encore plus quand on a les dimensions industrielles derrière qui s'y raccrochent. En tout cas, nous, on a vécu, et c'était mes premiers sujets quand je suis arrivé dans le groupe, sur l'économie de fonctionnalité, des sujets de location de produits, des choses, que faire, et est-ce un atout de rapprocher bassin de consommation et bassin de production? Ce matin, on parlait de savoir-faire également, maintien des savoir-faire, la difficulté aussi qu'on peut avoir, et ça encore, c'est des sujets de partage aussi avec Petit Bateau, mais avec d'autres, sur des sujets de formation aujourd'hui, de maintien de savoir-faire industriel. Autant de sujets, en fin de compte, qui lient aussi, et c'était là la première approche que j'avais eue, entre les nouveaux besoins de consommation, les clients, et puis cette dimension industrielle, et comment lier un peu les deux aspects. Donc on a vraiment une phase de sensibilisation à cette éco-conception, alors qui est passée par la mesure, parce que bien entendu, alors on parle de gros mots comme l'ACV, et voilà, c'est pas un mot simple aussi à faire entendre aussi en interne auprès des équipes, analyse de cycle de vie, et les outils qui vont être déployés derrière, qui est très très chronophage. Et quand on parle de l'aspect réglementaire des choses derrière, sur l'affichage environnemental et tout ce que ça implique, eh bien, c'est pas évident d'acculturer sur ces sujets-là et de l'intégrer dans des processus de développement produit. Et par cette mesure-là, eh bien, on a choisi des leviers. Hier, on parlait de Pareto. C'est exactement ça. C'est quels sont les leviers d'action rapide et quels sont les moyens qu'on peut mettre en œuvre pour travailler efficacement sur des gains environnementaux, puisqu'on s'est fixé une ambition, nous, au sein du groupe Eram, et c'est ce que tu disais, 2030, moins 30% d'empreinte environnementale carbone, qui passe par des outils de mesure comme le bilan carbone. C'était la première action qu'on a menée en 2019, pardon. Et donc l'objectif, c'est de faire un travail d'hygiène de ce bilan carbone pour évaluer au fur et à mesure notre marge de progression. Ce qui est certain, c'est que, comme beaucoup, le levier matière et le levier fabrication sont 2 grandes étapes sur lesquelles il faut absolument qu'on travaille. Donc j'ai envie de dire, comment est-ce qu'on fixe ces premières règles de l'éco-conception? Et puis derrière, on a aussi participé avec Paris Good Fashion à la consultation citoyenne, et également surpris, Damien tout à l'heure disait ma surprise sur le recyclage, la même chose. Et finalement, une fois qu'on a commencé à travailler sur ces 2 étapes-là, eh ben, on rentre vite dans une autre notion qui est la circularité. Tout à l'heure, je parlais de mesures, de circularité, et dans la circularité, tout à l'heure, je parlais d'économie de fonctionnalité, le modèle économique associé, donc la capacité à réparer nos produits pour les mettre en seconde main. Et tout ça, c'est vraiment des enjeux de circularité, durabilité, réparabilité, capacité à démanteler un produit, capacité à recycler un produit. Et vous l'avez sans doute compris, ou vous allez comprendre, mais en tout cas, tous les groupes de travail qui sont mis en place doivent aussi avoir des liens et s'alimentent les uns les autres pour une finalité qui est l'enjeu de circularité, au bout du bout. Et l'objectif de ce travail-là a été vraiment la mesure et comment embarquer nos équipes également pour faire un travail sur cette circularité. Tout à l'heure, je disais poser des critères effectivement sur la matière, poser des critères, on pourrait poser des critères sur le transport, le facteur transport, éviter l'avion par exemple, rapprocher les bassins de consommation avec nos acteurs sous-traitants. Donc ça, voilà, ce sont des critères sur lesquels on peut agir.
mais donner un peu de visibilité aussi à nos équipes sur des critères de durabilité produit, des critères de réparabilité, de démantèlement ou de recyclabilité, pardon, c'est aussi des choses sur lesquelles il faut qu'on bosse. Dans ce processus de développement produit, en fait, on sent qu'il y a, et je parlais de la lourdeur aussi d'une ACV ou de réaliser une ACV en interne, puisque ça implique de la traçabilité, de la sincérité d'information auprès de nos fournisseurs. Autant de choses, et là, je ne ferai absolument pas la leçon à Decathlon, parce que ça fait bien longtemps que vous êtes embarqués sur le sujet. Nous, on prend un peu le sujet, voilà, on raccroche les wagons. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait besoin aussi d'outils agiles, robustes, simples pour nos équipes, de sorte de pouvoir distinguer, faire des choix rapides sur tous ces enjeux de circularité. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a décidé de poser les choses aussi autour de ce groupe de travail, de définir des checklists. Ça peut être des checklists. Hier, on parlait aussi d'intégration dans nos systèmes d'information pour avoir une vision plus macroscopique, c'est-à-dire à partir du moment où on a nos produits, eh bien, de décider des listes et puis de se dire il serait peut-être plus pertinent de focaliser une famille de produits sur de la durabilité, une autre famille de produits sur de la réparabilité ou une autre sur la recyclabilité. C'est un petit peu tout ça qu'on engage autour de ce groupe de travail. Je sais pas, j'ai la main sur les... Mais, pardon ? Oui. Je te laisse la parole après. Vous dites, hein, je parle beaucoup. Donc, conception de produits circulaires pour une mode responsable. Donc, en fin de compte, c'est vrai ce que disait Chloé, on a tous décidé de s'embarquer dans ces groupes de travail aussi avec l'appui d'une thèse, alors, ce qui est aussi une expérience au sein du groupe ERAM, travailler sur des thèses. Alors moi, je suis thésard, j'étais ancien thésard, donc je suis assez ravi de pouvoir travailler aujourd'hui avec un thésard, mais c'est comment est-ce qu'on bouscule un petit peu le processus de développement produit au travers de tout ça, comment est-ce qu'on intègre ces outils, ces règles de conception pour, dès l'amont, pouvoir déjà décider de tout ça. Donc c'est vraiment la vision qu'on aimerait bien avoir au travers de cette thèse-là. Et c'est vrai que Shimoun, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, mais il est peut-être dans cette salle, il doit être là. C'est lui qui a beaucoup pris la main avec Bichente sur ce volet animation du sujet. Alors je représente, je suis désolé, c'est très textuel, mais ça c'était ce qu'on avait présenté il y a un an. Donc déjà on a pu vérifier qu'on était toujours dans les lignes par rapport à ce qu'on s'était fixé, en tout cas comme ambition et comme objectif, évaluer le potentiel de revalorisation des matières et des produits. Là-dessus, sur ce point-là, hier on parlait de filières émergentes ou de filières en place, c'est un petit peu, voilà, lister un peu les critères. On sait de toute façon que, typiquement, alors les collecteurs trieurs en parleront bien mieux que moi, mais la recyclabilité, c'est des choses qui bougent et qui bougeront à l'avenir sur comment le produit va être valorisé. Donc finalement, c'est peut-être des critères qui seront à venir, à bouger. D'animer une marque et une entreprise sur sa performance environnementale, c'est ce que je viens de dire, d'un point de vue produit, comment dans le processus de développement, on est en capacité de pouvoir déjà définir des règles en amont, simples, robustes, efficaces. Et puis derrière, de pouvoir mesurer sur tout le périmètre de nos références cette marge de manœuvre, cette progression, au même titre que ce que je disais tout à l'heure sur le bilan carbone. Éco-développer avec l'ensemble de la filière, ça c'est la genèse et tu l'as très bien précisé, c'est l'ambition aussi, c'est de pouvoir partager avec l'ensemble des acteurs, avec une vision croisée aujourd'hui qu'on a abordée dans ce groupe de travail, c'est déjà de faire un état justement sur nos processus de développement interne pour voir comment est-ce qu'on pouvait intégrer ces outils pour permettre demain d'éco-concevoir, de travailler sur les processus de circularité. Et capable de viser la performance environnementale. Je parle beaucoup de mesures et de performance environnementale, mais c'est un peu l'esprit. Alors, je suis désolé parce qu'elle est non exhaustive, ma liste de personnes. Comme tout groupe de travail, ça a du vécu, c'est-à-dire que, voilà, au fur et à mesure. Alors, on a effectivement ce travail, excusez-moi, avec les membres, cher Bali, et puis ouvert aux extérieurs. On a voulu garder la trajectoire textile et chaussures. Le groupe ERAM et industriel de la chaussure, même si je vous avoue que c'est une vision qui est autrement complexe que celle du textile, pour plusieurs raisons, déjà par rapport à la maturité technologique des filières en place ou pas sur ces sujets-là, sur les notions de durabilité, enfin beaucoup de choses à aborder. Et ça, c'est la vision, alors il y a un an que j'ai recalé, mais finalement qui reste à peu près la même, sur les objectifs, l'état de l'art. Donc comme je le disais, on a vraiment une première phase
d'alignement, de retour croisé, de phase d'interview. L'idée, c'était de voir, de ne pas dévisser non plus par rapport à la trajectoire qui pourrait être donnée sur le volet réglementaire, en particulier sur la question de la durabilité. On pourrait parler des écomodulations, mais comment est-ce qu'on est en capacité aussi demain de répondre à plus d'écomodulation sur nos produits? Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, l'écomodulation, mais c'est une entre guillemets un bonus accordé à partir du moment où on répond à certains critères en termes de durabilité produit. Donc c'est les éco-organismes Refashion qui mettent ça en place. Et donc de prédire un petit peu tout ça, mais pas que, voilà, il pourrait y avoir plein d'autres choses. Une deuxième phase vraiment sur la proposition de grille d'indices de circularité, où on se disait encore hier qu'il fallait absolument qu'elle soit simple, robuste et assez efficace dans le processus pour déjà écrémer, j'ai envie de dire, une grande partie pour vraiment diriger les produits dans un processus circulaire. Et puis le côté retour opérationnel, alors c'est pour ça que moi aussi je fais un appel à tout le monde, et en particulier parce qu'on parle de filières émergentes, on parle de filières en place. Et moi, je trouve que ça serait intéressant qu'on puisse aussi partager sur les critères, les grilles de critères, voir si on n'est pas, encore une fois, en train de dévisser sur ces sujets-là, puisque c'est un enjeu de filière et que de toute façon, on est un des maillons de l'ensemble. Et notre objectif, c'est de répondre à des produits circulaires pour que ça pérennise aussi les filières demain. Et voilà. Alors, je parle beaucoup, mais Oui, juste pour revenir, parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui sont montées à l'écran, mais vraiment l'objectif, et c'est ce que tu remets là, hein, c'est vraiment de proposer une grille d'indices de circularité avec sur l'indice de réparabilité. Donc c'est qu'au moment où vous concevez vos produits, d'avoir des critères, une checklist dont tu as parlé, qui permet à vos équipes de conception de se dire en quoi ce produit, c'est quoi un produit réparable, en quoi il est réparable, et est-ce que ce produit, il est bon ou pas en termes d'indice de réparabilité. La même chose pour la recyclabilité et la même chose pour la durabilité. Tout à fait. L'ensemble devant donner un supra-critère de circularité. En fait, ouais, c'est exactement ça, et c'est parti même d'un constat qu'on a pu faire sur les premiers leviers d'action matière et fabrication. C'est que des fois, dans les discussions, on a tout et son contraire. Tout à l'heure, on parlait de greenwashing, c'est exactement la même chose en interne. Des débats très simples, hein. Coton bio, c'est bien, c'est pas bien. Coton recyclé, c'est bien, c'est pas bien. Je parle même pas de la dimension économique, je parle juste de la dimension environnementale. Donc déjà, de statuer sur les choses. Et c'est la même chose pour tout ça. On a tout et son contraire. Donc ce que vous avez fait, vous avez listé qu'est-ce qu'il fallait regarder pour la réparabilité et l'ensemble de ces critères. Et alors moi, j'étais pas hier, j'étais sur autre chose, vos groupes de travail, mais moi j'avais cru entendre que chacun devait venir avec un vêtement ou un article et que vous alliez challenger. Vous alliez challenger, vous avez mis en place la checklist et vous allez challenger les produits pour voir si ça correspondait bien à cette checklist ou pas, ou si les critères avaient du sens. C'est ça l'idée. Alors je laisserai peut-être la parole à Alice, mais oui, effectivement, c'est tout à fait ça. Ouais. Alice, tu es venue avec quel produit alors hier? Oui, effectivement. Donc on a eu toute cette première partie de maturation de ces indices où on a pris le temps d'échanger sur qu'est-ce qu'on attendait chacun de notre côté, qu'est-ce qui existait aussi. Shimoun qui nous a fait tout un tas, une étude sur l'état de l'art de ce qui existait. Et on voit qu'il y a des choses qui existent, il y en a qui n'existent pas, et qu'il y a beaucoup de termes finalement qui ne sont pas encore vraiment définis. Donc c'était déjà prendre tout le temps de se poser et de se mettre d'accord là-dessus. Et on s'est mis d'accord au final sur 3 indices, effectivement, un indice de durabilité, de réparabilité et puis de démantèlement. Voilà. Et donc ça nous a pris du temps parce qu'on est nombreux, on a chacun nos expériences et on a commencé donc à effectivement rentrer plus dans le concret de comment on fait ces indices. Et donc là, on a dit maintenant, on va tester un indice. Donc effectivement, on s'est amusé, en tout cas moi je me suis amusée, à prendre des produits et à passer ces produits dans la grille. Et puis on voit qu'il y a des choses à adapter. L'objectif, c'est vraiment d'être dans la simplicité, parce qu'effectivement, toute la partie mesure ACV, c'est assez complexe. Nous, si on veut faire de l'éco-conception, c'est au moment de la réflexion de l'idée du produit. Et c'est des chefs produits développement, mais c'est aussi des stylistes. Et donc, on ne peut pas commencer tout de suite par de la CV. La CV, ça nous aide à faire des diagnostics, ça nous sert à anticiper, à vérifier. Mais ici, on veut vraiment des outils simples. Et donc, ce qu'on voit, c'est que ce qu'on a fait, ça reste encore un peu complexe. Il y a encore plein de questions. Et on va toujours aller chercher cette simplicité. Voilà.
Donc l'année prochaine, à l'événement, il y a une grille ultra simple, par indice, des critères, et vous allez vous challenger, et vous allez nous délivrer ça, ou c'est trop ambitieux? Allez, banco. On aimerait bien. On a envie vraiment de voir la concrétisation de toute cette réflexion aboutir et de pouvoir tester. On fait du test and learn et de pouvoir commencer peut-être sur nos prochaines collections à venir à avoir intégré au moins une première grille, quoi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont présentes dans le groupe de Gauthier qui veulent apporter leur témoignage sur l'apport qui peut être fait dans le groupe? Je ne sais plus qui est ou pas. Est-ce que vous avez des questions? Oui, pardon, je voulais juste préciser aussi que, comme tu l'as dit, on a l'aspect réglementaire qui est aussi là avec le PEF, le projet européen, qui parle aussi d'indice de durabilité, d'indice de circularité. Donc on a effectivement ça aussi toujours dans le coin de notre tête, et pas que dans le coin de notre tête, puisqu'on va pouvoir rentrer dans les expérimentations très bientôt avec l'Europe. Et donc notre volonté, c'est pas de créer un outil en plus d'un outil qui va déjà exister. Donc on regarde bien sûr en parallèle tout ça. Mais on cherche de la simplicité parce que ce qu'on voit dans l'Europe, c'est pas très simple. Bon, et d'autant que, comme tu disais, l'analyse de cycle de vie d'un produit, quand on met sur le marché beaucoup de références, faire l'analyse de cycle de vie d'un véhicule, d'une voiture ou d'un produit, ça reste efficace et pertinent. Mais analyser le cycle de vie des collections entières que vous pouvez mettre sur le marché, ça devient extrêmement complexe, très coûteux. Et il faut qu'on arrive à simplifier tout ça. C'est ça, il faut le faire parce que c'est important d'avoir un diagnostic et de pouvoir, ce qu'on disait hier, en fait, cibler et dire par où on va commencer aussi. On s'est posé la question en disant, ok, on va travailler sur faciliter la recyclabilité de notre produit, mais on commence par quoi? Par le body, par le pyjama, par le pantalon? Qu'est-ce qui est plus pertinent? Parce qu'on a, tout à l'heure, on l'a dit, on a besoin d'être efficace, d'aller vite. Si on veut un peu ralentir, on ne va pas dire inverser la tendance, mais ralentir la tendance. Et donc, du coup, il faut qu'on sache bien cibler au bon endroit. Et donc, c'est pour ça que Gauthier disait, on va peut-être aller travailler sur la durabilité sur une typologie de produit, la recyclabilité sur une autre. Donc, on a besoin de la CV, mais on a aussi besoin d'outils plus simples. Donc, deux méthodes, et c'est le sujet principal aussi de la thèse qui est portée par Eram et Shimon, Kurucek, qui est le doctorant, c'est de mettre en place une méthodologie. Juste, si demain, une marque veut créer un produit, un t-shirt, un sac, un pantalon éco-conçu à l'échelle d'un produit ou d'une petite collection, ça reste relativement aisé de mettre en place une équipe produit pour aller faire une petite collection. À l'échelle d'un groupe industriel qui met sur le marché, avec les 9 marques de mode que vous avez, qui met sur le marché de nombreuses références, c'est une transformation énorme de vouloir aller faire de l'éco-conception à cette échelle-là. Et donc ça passe par la mise en œuvre de méthodologies, de savoir par quoi on commence, par la supply chain, par les approvisionnements, par le marketing, par le produit, etc. Donc on est vraiment à essayer de trouver une méthodologie qui serait transmissible pour accompagner les groupes industriels de cette envergure-là à basculer sur, j'ose même plus dire le nom, moi, sur l'éco-conception. C'est la meilleure conception. Est-ce que vous voulez compléter votre propos, Alice et Gauthier? Est-ce que vous voulez prendre des questions? Moi, je voulais juste partager mon retour d'expérience sur ce qu'apporte cette participation quand même à la Sherbali. Et je trouve que le mot que je retiens, c'est l'enrichissement. Et puis, c'est rassurant aussi. C'est rassurant parce que finalement, au début, on arrive en se disant on part de zéro. Puis on se rend compte que non, on ne part pas de zéro parce qu'on a tous déjà un peu avancé sur différents sujets. Je regarde Clément qui est plus avancé sur tout ce qui est recyclage et qui nous apporte beaucoup d'informations. Nous, on aura plus avancé sur la partie durabilité. Donc chacun apporte. Et finalement, c'est rassurant parce qu'on se rend compte qu'on ne part pas de zéro. Et puisqu'on est plusieurs à avoir travaillé chacun de notre côté. Donc ça, c'est rassurant. Et donc, on apprend plein de choses. C'est un bon partage d'expérience avec un bon collectif et forcément qui nous permet d'aller chercher plus loin et d'anticiper un petit peu, d'aller un cran plus loin dans l'éco-conception. On parle des matières éco-responsables.
c'est un minimum en fait à avoir, et c'est pour ça qu'il faut qu'on aille plus loin et que du coup on puisse à travers ce groupe pouvoir anticiper et avoir une vision d'avenir, et on rentre dans le concret. Quand tu me disais Clément, c'était Clément Dodifré de Millet-Fleury. D'autres choses que vous voulez ajouter, ou on prend quelques questions dans le public avant de passer au troisième groupe de travail? Comme ça, oui. Bonjour, je m'appelle Raphaël et je travaille pour l'ONG Surfrider Foundation Europe de protection des océans. J'ai trouvé ça hyper intéressant, votre proposition de grille d'indice de circularité. Et il y a une petite question que je me posais, quand on sait que la majorité des microplastiques qu'on retrouve dans les océans proviennent du lavage de produits en polyester. Je voulais savoir si vous aviez fait une analyse sur l'impact du lavage de polyester recyclé et les fibres que ça engendrait dans le milieu marin. Alors, je peux parler pour le groupe IRAM. Je te laisserai peut-être quand tu veux. Non, on n'a pas fait d'études. On n'a pas fait d'études. Par contre, c'est vrai que c'est des sujets qu'on regarde de près, comme tout le monde, je pense, de toute manière. Il y a une vraie question autour de la mesure de ces impacts, et notamment, alors, sans rentrer trop dans le détail, mais les indicateurs d'impact à considérer autour de tout ça. Il y a un volet réglementaire qu'on suit, bien entendu, qui s'appuie sur des indicateurs d'impact. Donc typiquement, le kilogramme de CO2 équivalent, pour prendre celui qui est le plus connu sans doute sur l'effet de changement climatique, mais il y en a pléthore d'autres. Et il y a un vrai sujet en interne sur quel est l'indicateur d'impact à considérer, peut-être par famille de produits, pour justement faire les bons choix. Alors on peut parler de l'eutrophisation de l'eau marine, puisque c'est le sujet, mais on pourrait parler d'autres choses. Et c'est quels critères on va faire valoir sur les choix du processus à l'éco-conception. C'est des sujets qu'on regarde, mais très sincèrement, on n'a pas poussé d'études. Oui. Alors, j'étais sûre que tu allais avoir une réponse, Isabelle. Sur les microplastiques, il y a une agence qui travaille énormément sur le sujet, c'est l'agence Reset. Donc mettez-vous en contact avec eux, ils vont vous aider pour répondre à ce sujet. Et n'oubliez pas, parce qu'effectivement, on parle beaucoup du polyester à juste titre, mais il y a aussi les pneus qui sont également extrêmement polluants. Et on manque aujourd'hui d'informations globales, générales, pour identifier qui fait quoi, qui est responsable de quoi, etc. Mais rapprochez-vous de l'agence Reset, ils vous donneront plein d'éléments. Merci. Peut-être deux compléments, parce que nous aussi on bosse avec Reset aussi sur les sujets packaging, mais nous c'est plutôt le volet packaging là, pour le coup, qui est abordé. Et puis aussi travailler, donc nous on a un fonds de dotation où justement il y a pas mal de fuites aussi de produits packagés, notamment dans des pays en voie de développement, et il y a aussi tout un travail à faire là-dessus, sur les ressources aussi, sur le recyclage des produits. Ah, là c'est bon. En fait, sur les microplastiques, c'est un sujet tellement énorme, on ne sait pas très bien comment le prendre, en fait. Et typiquement, c'est là où on a besoin d'une mutualisation, parce que, alors je pense que par les travaux qui peuvent être faits auprès de l'UICM, etc., il y a différentes possibilités, mais l'univers textile, pour l'instant, n'a pas avancé collectivement sur le sujet pour l'aborder. Un peu avec la Fondation Ellen MacArthur, mais en France, on n'a pas encore fait ça. Et ça, typiquement, la mutualisation le permettra, mais ça demande des moyens de recherche et de développement colossaux.